Bonjour à toutes et bonjour à tous, donc on va dire bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui sont connectés là à l'heure là, merci de bien vouloir partager le live. Merci de bien vouloir partager le live pour ceux qui se connectent à l'instant. Euh, donc nous allons faire une analyse du passage du chef de l'État, donc notamment le président du CTRI, à l'interview je crois que c'était, si je me rappelle bien, France 24, d'accord? Ouais, c'est ça, France 24, tout à l'heure. Donc nous l'avons reçu, ça fait à peu près 4 heures que ça a été mis sous disposition. Et donc tout de suite, hein, à chaud, parce que c'est pas le moment de laisser passer ce genre d'événement, c'est très important parce qu'aujourd'hui on rentre dans la guerre de la com, la guerre de communicationnelle là, et en cette période aussi tragique, et pas tragique, sensible et stratégique, il serait nécessaire de ne pas laisser installer une sorte de doute, notamment par rapport à ce qui est dit, à ce qui est totalement transformé, mais aussi revenir sur des éléments très importants de ce genre d'événement. C'est très important parce que ça marque le passage de l'homme à un niveau international, mais aussi national. Alors, donc, il est question pour moi ici de pouvoir revenir sur ces éléments-là, et c'est ce que j'essaie de faire. Donc, nous avons tous suivi cette interview, alors je vais me permettre de repasser l'interview et au fur et à mesure évoluer en espérant que ça ne prendra pas trop de temps. Parce qu'on parle quand même d'une interview de 16 minutes et en une interview de 16 minutes, aller élément par élément, ça peut prendre du temps. Donc on va essayer d'être méthodique pour pouvoir terminer de faire ce sport, hein, ce sport qui est assez périlleux parce que nous l'avons surtout souvent fait lorsque nous étions activistes et sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il est nécessaire de le refaire aujourd'hui pour pouvoir évidemment voir ensemble les éléments qui sont présentés. Oh, excusez-moi hein, dans cette interview. Vraiment m'excuser de l'état actuel. Nous sommes épuisés, notamment par rapport à cette tournée que nous faisons. Très peu de temps pour dormir, très peu de temps de se reposer. Et je tiens déjà à rappeler aux personnes qui sont sur Istanbul que effectivement nous sommes sur Istanbul depuis hier soir. Nous nous apprêtons pour la rencontre qui va avoir à Istanbul, notamment avec la venue de la plupart des étudiants hein, qui sont ici sur la Turquie pour pouvoir participer et suivre cette rencontre qui va statuer évidemment sur ce que nous avons déjà eu à faire selon ce qu'on a déjà eu à faire dans les différentes villes, différents endroits où nous sommes passés, c'est-à-dire en France, au Sénégal et aux États-Unis et certainement aussi à Montréal parce que la mission va se poursuivre jusqu'à Montréal. Alors donc je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui nous ont reçus dans ces différentes villes, au cours de ces différents passages. Évidemment, merci aussi à l'ambassadeur, aux différentes ambassades qui ont bien voulu nous inviter à discuter, à échanger sur, évidemment, sur les enjeux notamment que nous rappelons aux uns aux autres dans nos différents passages auprès des ambassades, parce qu'effectivement, nous avons été invités par l'ambassadeur du Sénégal, nous avons été invités par l'ambassadeur du Gabon au Sénégal, l'ambassadeur du Gabon en France, et donc à chaque passage où nous allons, où nous sommes invités, eh bien, nous nous rendons présents et nous essayons de faire le même travail qui a été fait, notamment avec les populations, parce qu'il s'agit de la sensibilisation de tous les Gabonais, y compris même des autorités diplomatiques présentes dans ces pays, car il s'agit des Gabonais. Donc c'est ce que nous sommes venus. Nous sommes là pour porter ce message neutre, de manière ouverte et de manière neutre auprès des populations que nous estimons ayant droit à connaître ou à prendre connaissance de ce qui se passe dans notre pays afin de recadrer, notamment pour les cas des missions diplomatiques, leur perception et recalibrer leur vision et leur feuille de route, notamment sur les missions qui sont les leurs. Nous ne venons pas leur dire comment faire leur travail, mais nous voulons apporter le message de ce qui se passe au pays, si déjà ils le savent déjà, mais de manière
complémentaires et que ensemble nous puissions voir dans quelle mesure nous pourrions mieux servir nos populations et nos populations et surtout notre pays. Donc c'est dans ce sens-là. Alors, sans plus tarder, on va revenir à ce passage du chef de l'État, notamment Gabon 24, à France 24. Alors, ce qui va déjà me marquer dans cette histoire, c'est vous laisser la possibilité d'écouter au fur et à mesure ce qui a été dit et ensemble, on va essayer de pouvoir la commenter. D'accord? Allez, c'est parti. Chaque élément sera analysé, c'est très important. On va pas perdre beaucoup de temps, mais nous allons essayer d'aller un peu plus vite pour pouvoir faire passer toute la vidéo. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Libreville, au palais présidentiel, et notre invité est Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition au Gabon. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous accueillir. Bonjour Marc. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Christophe. Il y a 19 mois, à la tête de la garde présidentielle, vous avez renversé Ali Bongo. Vous avez promis aux Gabonais une nouvelle ère. Vous avez promis de remettre le pouvoir aux civils. Or, vous êtes candidat pour la prochaine élection présidentielle qui est prévue le 12 avril. Pourquoi ce revirement? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Ali Bongo Ondimba a été renversé, effectivement, le 30 août 2024-2023. Et je l'ai dit dans mon discours à la nation lorsque j'ai prêté serment. Nous allons organiser des élections libres, transparentes et apaisées en vue de rendre le pouvoir aux civils. Je ne suis pas resté figé dans mes bottes de militaire. Et vous parlez français aussi bien que moi. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ». C'est deux phrases différentes. J'ai laissé l'ouverture au peuple. Le jour où le peuple a besoin de moi et qui m'appelle, je répondrai, comme ce fut le cas aujourd'hui, en respectant les règles de droit. J'ai renoncé à mon statut de militaire. Je concours en tant que civil. Et pour preuve, vous ne m'avez pas appelé général. Vous avez dit Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est dire que le titre de général a disparu. Je suis un civil, tout comme les autres. Alors votre premier bilan, Monsieur le Président, puisque voilà 19 mois que vous êtes au pouvoir. Première question. Ce que vous allez constater, c'est il dit Ali Bongo a été renversé en 2024. Ensuite, 2023. Ce que vous allez comprendre déjà dans cette entrée en matière, ça veut dire que pour le Brice Clotaire Oligui Nguema, le renversement d'Ali Bongo n'est même pas sa préoccupation. Non. Il y a plus important dans son esprit et dans son temps. C'est la continuité de l'État, la restauration de l'institution. Ce n'est pas la date du renversement d'Ali. Ali, pour lui, est un Gabonais comme tout autre. Et comme un Gabonais comme tout autre, il a besoin de profiter de tous les biens que peut rapporter le bon fonctionnement de l'État. Donc, ce n'est pas la date du renversement d'Ali Bongo qui importe au chef de l'État, c'est le suivi. C'est le suivi et la restauration du chronogramme de la transition. Ce n'est pas la date. Ali Bongo a été renversé. Ali Bongo a été renversé quand? C'est quand encore? C'est pas sa préoccupation. Le 30 août n'est pas sa préoccupation. La préoccupation du chef de l'État, c'est la continuité des responsabilités de l'État. C'est la restauration, c'est le chronogramme de la transition. Ça là, c'est ce que vous deviez retenir. Ce n'est pas ce qu'on dit. Ce n'est pas non. Ce qu'il importe, lui, c'est la continuité du fonctionnement de l'État gabonais dans les normes requises. Et non la date où Ali Bongo a été renversé. Ah, c'est le 24? Non, 2024, donc en 2023. Non. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la continuité, c'est l'après-Ali.
C'est sortir les Gabonais de la peur, la crainte de l'après-Ali. Parce que c'est ça. Oh, Ali Bongo est parti, mais qu'est-ce qu'on va faire? Non. Ce qui importe les Gabonais, c'est après Ali, comment est-ce qu'on fait pour nous organiser? Ça là, c'est ce qui va justifier le fait que l'idée de se pencher forcément sur la date n'est pas tant le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc Ali n'est pas important. Le putsch, comme vous l'appelez, vous, certaines personnes, qui est le coup de la liberté, la libération chez nous, est en fait plus important que la personne dont on veut apporter sur la. Donc c'est comme ça qu'il balaie cette question. Et évidemment, il revient sur la question portant sur rendre le pouvoir aux civils. Je rendrai le pouvoir aux civils, pour ceux qui parlent français, comme il le dit. Est-ce que c'est différent de « je ne me porterai pas candidat » D'autant plus qu'aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, est un civil. Et le code et la loi gabonaise permet aujourd'hui à un militaire de pouvoir se mettre à disposition. Et c'est ce qui a été fait. Et je tiens aussi à rappeler à certaines personnes qui ne le savent peut-être pas, vous savez que les militaires renouvellent leur contrat chaque année, chaque année, notamment pour certaines personnes, ou à une période bien définie. Ce qui veut dire qu'un militaire aujourd'hui peut décider du jour au lendemain de ne pas renouveler son contrat et se mettre à disposition et devenir civil. Oui, c'est prévu depuis toujours, ce n'est pas d'aujourd'hui. Oui, parce que les militaires reconduisent leur contrat. Un militaire, il peut dire aujourd'hui, le lendemain, écoutez, j'ai servi pendant tant d'années, j'estime aujourd'hui ne pas pouvoir continuer, ou nous souhaiter ne pas pouvoir continuer. Et renouveler ou simplement ne pas le renouveler. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, le chef de l'État, il a été mis à disposition. Donc, ça veut dire que ce qu'il a dit au départ en disant qu'il remettrait le pouvoir aux civils, ce n'est plus un militaire qui va conquérir à l'élection présidentielle, mais plutôt un civil qui va conquérir à l'élection présidentielle. Libre à tous les autres de participer, libre à tous les autres de pouvoir gagner cette élection présidentielle, libre à tous les autres de pouvoir devenir ce qu'ils prétendent pouvoir devenir. Parce qu'aujourd'hui, il s'agira d'une élection présidentielle qui aura lieu, qui aura la participation de civils et de civils contre des civils. C'est ce dont il s'agit aujourd'hui. Donc, l'expression de « oh, il a dit qu'il donnera le pouvoir aux militaires », non, il a dit qu'il donnera le pouvoir aux civils. Et aujourd'hui, ce sont les civils qui vont concourir à cette élection présidentielle. Donc, il est important de tenir ça en compte. On avance. Parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses à analyser. On va aller étape par étape pour ne pas se perdre et surtout que le live ne soit pas trop long. On continue. Il y a des avis partagés, c'est vrai, il y a des choses qui vont mieux. Les frais de scolarité sont pris en charge, les pensions de retraités sont à nouveau versées, mais 40% des jeunes sont au chômage, la dette atteint 70% du PIB, les coupures d'électricité se multiplient, notamment ici, à Libreville. Est-ce que ces difficultés de la vie quotidienne ne risquent pas de ternir ce bilan? Bien. Les difficultés de la vie quotidienne, nous les avons héritées du système déchu. Et aujourd'hui, nous faisons des efforts. Le chômage, comme vous l'avez dit, il a baissé de 12%. Parce que nous avons mis le pays en chantier. Effectivement, la dette, elle est là, elle existe. Ce n'est pas moi qui ai créé cette dette. Je l'ai héritée. C'est le passif. Et en tant que chef, il faut assumer le passif des autres. C'est aussi ça, la responsabilité. Alors, il est important de comprendre le sens de la question. Dans la question du journaliste français, il est question de savoir, il parle de l'électricité, il parle de la dette, il parle du chômage. Et il dit à la fin, est-ce que tous ces éléments ne vont pas entacher votre bilan? Nous parlons d'une période de transition de 15 mois, pour ne pas dire 19 mois. Nous parlons d'une dette intérieure, abyssale qui s'est accumulée au fil du temps et accélérée pendant 14 ans. Nous parlons d'un taux de chômeurs très élevé, problématique universelle, notamment déjà par le changement et la capacité des pôles de métiers et aussi l'incapacité de notre pays à pouvoir avoir une industrie. L'incapacité à ce jour à pouvoir avoir une industrie parce que la politique menée à l'époque par les anciens dirigeants n'était pas de faire de Gabon un pays industriel. Ce qui veut dire que nous avons des compétences mais qui n'arrivent pas à faire valoir leurs compétences sur le marché du travail par rapport
par rapport à la demande internationale. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'à l'heure de la mondialisation, on ne perçoit plus forcément le marché du travail comme étant une zone spécifique à un pays ou une zone spécifique à la capacité locale d'absorption des demandes et de l'offre à la demande. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut que vous percevez que le marché du travail n'est plus simplement une question de zone dédiée au territoire national, mais aussi à l'international. Si le Gabon ne produit pas et que le Gabon ne s'industrialise pas, le Gabon n'est pas capable de répondre à la demande locale, mais aussi à la demande à l'international. C'est très important de comprendre ça. Donc, ce qui veut dire que nous avons une dette abyssale, une problématique du chômage qui est universelle, mais aussi il parle de la question portant sur l'énergie. Aujourd'hui, nous savons très bien que les raisons qui sont dues au délestage permanent dans notre pays étaient simplement rattachées aux installations qui sont vétustes et aussi à la négligence des anciens dirigeants à pouvoir réhabiliter, mais surtout à tenir compte de la démographie qui est de chaque jour de plus en plus grandissante dans notre pays. Et donc, aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce que ces mots qui touchent d'un système qui a duré 56 ans et qui a été vraiment négligent en refusant de se lancer dans la perspective de l'avenir, à pouvoir régler, du moins à prévoir comment pouvoir régler ou encore comment pouvoir répondre à tous ces problèmes. En quoi cela, aujourd'hui, on nous rappelle que cela doit forcément avoir une tâche sur le bilan du chef de l'État au cours de ces 1 an et demi, ce qui est totalement impossible. Mais il faut comprendre que la question n'est pas choisie par hasard. La question du journaliste n'est pas non plus de mettre le président en difficulté, mais de pouvoir permettre au président de répondre et rassurer les Gabonais sur ces questions qui sont évidemment entretenues par ceux qui se disent opposants. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache exactement qui est opposant ou qui ne l'est pas. Est-ce le président de la République qui est devenu le pouvoir parce que en face c'est l'opposition, soi-disant qui ne sont pas au pouvoir, qui deviennent des oppositions, ou encore est-ce le positionnement du peuple contre le système PDG? Parce qu'il ne faudrait pas oublier que le système PDG officiellement, le PDG ne s'est pas dissous, d'accord? Mais officiellement, le système PDG, et c'est le seul que les Gabonais ont connu. Et le président Oligui, quand il arrive, évidemment, il vient à l'encontre de ce système. Donc, qui est réellement opposant? Est-ce Oligui l'opposant ou est-ce l'ancien système PDG qui est l'opposition? Moi, de ma part, l'opposant ici, c'est au président Brice Clotaire Oligui contre l'ancien système PDG que les Gabonais n'ont pas cessé de connaître. Donc, il faut comprendre le sens de la question et écoutons ensemble la réponse apportée par le chef de l'État, notamment sur cette question. Toujours dans le but de pouvoir rassurer et d'éclaircir les choses par rapport à ce qui est dit. Voilà, c'est parti. D'un chef d'État. Oui, elle est là, mais nous arrivons à nous en sortir. Pour preuve, j'ai payé l'AFD, j'ai payé l'échéance de la Banque mondiale, le FMI, je ne dois pas. J'ai payé la BAD, j'ai payé la BIRM, j'ai payé Aflexim Bank. J'ai vais aux élections où j'ai réglé mes échéances. C'est vrai que la dette est là et que la notation du Gabon a baissé. Mais c'est aussi en partie à cause de vos entreprises et qui me payent en retard. Comment voulez-vous que je sois à l'heure de mes échéances quand mes dividendes et mes impôts, mes revenus sont payés en retard? Donc cette dégradation de la note, on doit tous se la partager et l'assumer. Bien. Depuis le 30 août 2023, je crois qu'il y a une chose. Il y a une chose aussi que vous deviez comprendre et que je perçois dans le discours de Brice Clotaire Oligui. Ben évidemment, les gens vont dire que tu ne peux que dire des bonnes choses de son côté vu que tu es son collaborateur. C'est que dans ce type d'exercice, il s'en sort plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que il n'entre pas dans des discours de ruche, non. Il n'entre pas dans les discours de bar. Il apporte des réponses très claires et très faciles à la compréhension du Gabonais lambda. Très clair et très facile à la compréhension du Gabonais lambda.
tout en évitant les pièges qui sont posés par le type de questions, évidemment, qui sont mises à sa disposition par rapport à cet exercice. On lui accuse on lui accuse que le bilan concernant, on lui accuse que le bilan de la dette abyssale, le bilan du chômage et le bilan de l'emploi, donc la dette, le chômage, il y avait encore quoi? Donc il y a la dette, il y a le chômage, il y avait encore quoi même? Donc dette, chômage, qui sont les maux de la société gabonaise aujourd'hui et universelle, sont imputables qu'à lui. Il rappelle qu'effectivement, notre pays est endetté. Mais depuis mon arrivée, non seulement que j'ai hérité de ces dettes, déjà pour savoir, et j'assume la responsabilité, parce que c'est ça être un responsable. Un responsable ne vient pas dire « Oh non, je suis incapable de payer parce que ce sont les autres qui ont contracté. » Non, oui, nous sommes endettés, on ne refuse pas, et nous assumons cette dette. Ce qui veut dire qu'il s'inclut aujourd'hui parce que c'est un chef d'État, comportement de personnes responsables. Et il rappelle aussi que malgré ça, malgré les difficultés dans lesquelles nous sommes, aujourd'hui, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Parce que malgré les difficultés dans lesquelles nous sommes, évidemment, moi j'ai payé. Je paye. J'ai payé telle banque, j'ai payé telle banque, je ne dois pas à telle personne, je ne dois pas à telle personne. En 1 an et demi, voilà ce que j'ai fait. Sans oublier l'investissement qui s'est fait dans le pays, sans oublier les réformes qui sont lancées dans le pays, sans oublier le chantier en quel le pays est aujourd'hui. Je fais construire le Gabon, je fais fonctionner le Gabon, je permets à donner le minimum à chaque Gabonais, tout en payant nos dettes et tout en nous évitant d'aller crier famine ailleurs. Notre pays est endetté, mais le Gabonais vit normalement, malgré tout, et surtout que nous assumons la responsabilité de nos prédécesseurs. La responsabilité due aux engagements de nos prédécesseurs qui n'ont pas apporté grand-chose à notre pays. Il assume. Il prend la responsabilité, il reste droit dans ses bottes, mais surtout, il arrive à passer au travers des mailles qui lui sont proposées par les journalistes français. Et il fait cet exercice calmement, simplement et à la compréhension accessible à tous les Gabonais. Ça, c'est très important à comprendre, la capacité de communication, mais surtout la capacité de simplification du discours du chef de l'État dans cet exercice. Et ça là, vraiment, il faut le dire, il faut tirer son chapeau pour dire c'est vraiment exceptionnel de voir cette capacité à communiquer, mais aussi à pouvoir apporter des réponses aux questions qui lui sont posées pour le bien-être et la compréhension des populations. On avance. En termes de coup d'État, vous dites coup de libération. Vous avez aussi opté pour une transition courte. Ça devait être 2 ans, ça va même être moins, les élections. Oui. On va avoir lieu en avril. C'est quand même très différent de ce qui se passe au Sahel. Je vois que vous souriez. Vous ne souhaitez pas qu'on vous compare aux putschistes du Sahel? Là, je vais d'abord prendre l'analyse de la question. C'est très important. Il faut que vous compreniez le fond de cette question avant de prendre la réponse du chef de l'État. Il faut que vous compreniez que les Français ou les journalistes français, ils sont exceptionnels. Hein. Vous savez, c'est des gens ils ne sont pas fourbes. Ils connaissent faire leur travail. La question qui lui est posée est une question et la réponse sera à double tranchant. Ici, on voudrait emmener le chef de l'État à avoir une position entre les militaires qui ont pris le pouvoir dans le Sahel et lui, en Afrique centrale, de la méthode de ceux qui sont dans le Sahel et lui en Afrique centrale, mais surtout même de l'appellation de ce qui se fait dans le Sahel par rapport à ce qui s'est fait au Gabon. On lui demande de savoir, vous appelez coup de libération ce qu'on appelle coup d'État ailleurs. Ici, c'est le diviser pour mieux régner. Il faudrait que lui dise qu'ailleurs, ils ont fait un coup d'État. Mais moi, chez moi, j'ai fait un coup de la libération. Mais vous savez comment il fait pour s'en sortir de cette question? Il dit, je vais vous laisser écouter la réponse, déjà, parce que ce n'est pas moi qui va vous faire écouter, va dire ce qu'il dit, vous allez écouter ce qu'il dit. Putschiste, j'ai dit le mot un peu trop fort. Ce n'est pas un terme que je vais employer pour mes collègues militaires. Ce n'est pas la peine.
à chaque fois de jeter la pierre sur les autres. Je vous dis, ce sont mes frères d'armes. Nous ne sommes pas dans la rupture avec les grandes puissances. Pour preuve, les Français au Gabon, les autres, personne n'a été inquiété. Putschiste, c'est un terme trop fort et je ne jetterai pas la pierre à mes frères. Et nous n'avons pas opté pour la rupture avec les grandes puissances. Il fait de la diplomatie. Il plaide autant pour lui que pour ses frères d'armes, dont il sait que leur action et leur mouvement est justifié. Ce ne sont pas des putschistes, même si vous le dites, et que moi je continue à défendre le point de vue du coup de la libération. En même temps ici, on veut qu'il y ait rupture entre lui et ses frères d'armes, de par l'appellation de l'acte qui a été posé. Et lui, il répond clairement en disant, putschiste est un mot trop fort. Il n'y a pas eu de putsch en Afrique. Il s'agit de coup de libération, justifié par le comportement antipatriote des anciens gouvernants de ces différents pays. Et n'oubliez pas, ce sont mes frères d'armes. Et il est temps d'arrêter de se jeter la pierre. Car nous tous, nous sommes engagés dans la reconstruction des pays africains pour le bien-être de nos populations. Mais vous avez quelqu'un comme ça dans la tête. C'est un patriote, mais une personne qui fait preuve de finesse et de diplomatie à tous les niveaux. On veut le lever, on veut le monter contre les populations africaines, pas d'africanistes. On veut le montrer contre les populations africaines et on veut exposer, parce que ça va devenir du genre, les Gabonais et leurs présidents ne sont pas des panafricanistes et ne se battent pas pour l'intégrité africaine. Il dit non. Nous nous battons pour l'intégrité africaine, mais cela ne veut pas pour autant dire que nous allons nous séparer de nos partenaires. Trouvons le juste milieu. Mais entre-temps, si nos partenaires doivent nous qualifier, ce qui s'est passé en Afrique, il ne s'agit pas de putsch, il s'agit tout simplement de coup de libération par rapport à la gestion chaotique de nos anciens dirigeants. Et donc mes frères d'armes, ceux qui sont mes frères et qui ont posé leurs actes avant moi, de la manière dont ils l'ont posé, ils ne l'ont pas posé parce qu'ils voulaient prendre le pouvoir ou qu'ils étaient assoiffés du pouvoir, mais ils l'ont posé pour pouvoir libérer leur peuple. Il s'agit tout simplement de coup de libération. Vous croyez que moi, je vais tourner le dos à une personne qui a cette finesse diplomatique à être capable de pouvoir défendre les intérêts de son pays sans pour autant dégrader celle de ses collègues ailleurs et des Africains comme lui? Je l'accompagne. Je l'accompagne. On continue. On continue. Il faut vraiment comprendre que cette interview, à cette période, était stratégique. Et Brice Clotaire Oligui a su passer étape par étape, finesse par finesse, avec un langage terre à terre. C'est ce qu'on appelle la capacité à pouvoir transmettre l'information, la capacité à pouvoir communiquer. Il n'est pas question d'être complexe dans notre façon de parler, dans notre manière de transmettre l'information, ou comme certaines personnes disaient, oh, le président Brice Clotaire Oligui n'est pas, il disait quoi? Il n'est pas éloquent. Non, là il ne s'agit pas de l'éloquence. Non, là il s'agit d'être factuel, précis, mais surtout que notre discours soit accessible par le plus grand nombre de personnes. C'est ce que recommande la démarche scientifique. Capacité à pouvoir expliquer les choses simplement et qu'ils soient accessibles au plus grand nombre de personnes. On avance. Les autres, personne n'a été inquiété. Alors justement, dans les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont connu eux aussi un putsch, les militaires français ont été expulsés et la France est maintenant accusée de tous les maux et notamment de néocolonialisme. Est-ce que vous n'êtes pas tenté, vous aussi, Monsieur le Président, de suivre ce chemin qui pourrait plaire peut-être à une partie de votre opinion? Bien. Est-ce que vous ne seriez pas tenté de suivre ce chemin qui pourrait plaire à une partie de votre opinion? Vous voyez, cette question, hein, elle est extrêmement
En fait, ça dit que les journalistes, quand ils sont arrivés, ils sont venus pour détruire le président de la transition. Ils sont venus pour détruire Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour pouvoir monter les panafricanistes contre lui et d'affaiblir, ou tenter d'affaiblir ce qui est en train de se construire au Gabon. Et une fois de plus, le président va faire preuve de beaucoup de diplomatie et de beaucoup de finesse. Je vous le dis, moi j'accompagne cet homme. Vous allez dire ce que vous allez dire, vous allez faire ce que vous allez faire. J'en ai, excusez-moi, rien à battre. J'accompagne cet homme. J'accompagne cet homme. La France dégage dans tous les pays africains. On nous accuse de néocolonialistes. Pourquoi vous ne faites pas la même chose? Est-ce que vous ne le faites pas parce que jusque-là, parce que vous avez peur que vous soyez attaqué par les panafricanistes? Ou est-ce que, pourquoi vous ne le ferez pas aussi pour satisfaire une partie de l'opinion nationale? Une partie de l'opinion nationale. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Est-ce que vous n'êtes pas là pour satisfaire une partie de l'opinion nationale? Le président de la République est président de la République. Il n'est pas président d'une partie de l'opinion nationale. Il est président de la République. Et aujourd'hui, il concourt à une élection, l'élection du président de la République. Donc, ce qui veut dire que les choix qu'il fera seront ceux qui vont dans l'intérêt supérieur de la nation. Non pas pour plaire à une partie de l'opinion, mais pour rassurer la majorité et l'intérêt national. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Les gars, Stéphane Zing, Yannick Domba m'appellent pour faire un live de groupe, mais ils ne savent pas que j'ai déjà lancé le live. Permettez-moi juste un instant de leur dire que je suis déjà en live. Évidemment, excusez-moi, parce que là, je suis déjà lancé dans mon truc là. Juste un instant, j'appelle Yannick parce que on est dans chacune dans leur chambre. Là, Yannick me demande où est-ce que je suis pour lancer un live de groupe, mais ils ne savent certainement pas que je suis déjà en live. Permettez-moi juste de l'appeler et de lui dire s'ils peuvent venir. Bon, là, ce sera que le décor est déjà planté. Ça va être un peu chaud là. C'est vrai que l'idée de faire un live de groupe serait nettement meilleure sur ces questions que j'aborde aujourd'hui. Mais bon, étant donné que je suis déjà lancé, dois-je pour autant m'arrêter là? Voilà, permettez-moi. Il est où Yannick? Excusez-moi. À moins qu'ils veulent se joindre à moi. Allô? Oui Yannick, mais là moi je suis déjà même en live, je suis dans la chambre. Vous m'avez appelé, je ne décrochais pas, mais moi je dormais comme nous tous, nous sommes épuisés. Là je suis en plein live. Et comme tu m'as envoyé le live de groupe, ben, je suis déjà dans le live. Je suis déjà en live en fait. Je fais l'analyse du discours et du passage du président de la République à la France 24. D'accord. Bon, là, le problème qu'il y a, c'est que demain, là, on voulait partir à Ankara pour aller voir l'ambassadeur. Le problème aussi qu'il y a, c'est que quand j'ai vu tout à l'heure la planification d'aller à Ankara, quitter d'ici pour aller à Ankara, revenir d'Ankara, et ensuite... Là, je suis en live là. Je t'appelle. Ok, d'accord. D'accord. Ok, d'accord. Ok, on fait comme ça. Bien. Donc, pour revenir un peu sur ce que j'étais en train de dire. Donc, ici, il est question de répondre à une question qui est à double tranchant. D'accord? Question à double tranchant, mais de garder toujours ses bottes sur l'objectif. L'objectif, c'est quoi? L'intérêt du peuple, l'intérêt supérieur du peuple de la nation, l'intérêt du peuple gabonais, non pas l'intérêt d'une partie, mais l'intérêt de la nation. Et voilà la réponse que donne le président de la transition. Voilà. Je vous ai dit, je suis inclusif. Je ne suis aucun chemin. Voilà. Et aucun pays au monde ne s'est construit sans des alliés, sans des pays amis. Je travaille avec tout le monde. Je suivrai le chemin que me guide mon peuple. Je n'ai pas un chemin de rupture avec tout le monde. Non. Et avec la France? Avec la France, nous entretenons de bonnes relations. Vous le savez, vous l'avez vu. Des relations d'État à État. J'ai été invité en France
c'est des relations d'hommes d'État. Et j'ai été invité aux Jeux Olympiques. J'ai été invité au sommet de la francophonie. J'ai été invité à l'ouverture de Notre-Dame de Paris. Nous avons des très bonnes relations. Et la France est notre partenaire historique. Mais il ne nous a pas échappé, en dehors des 3 États du Sahel dont on a déjà parlé, si on mentionne le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad, partout, les militaires français quittent l'Afrique, sauf ici au Gabon. Pourquoi cette exception gabonaise? Et est-ce que vous pensez aussi qu'il faut que les militaires français partent à terme? C'est vous qui le pensez. Je vous pose la question. Les Français sont la bienvenue ici. On est toujours dans la même logique. La question n'est pas le partenaire en lui. Le problème du journaliste, ce n'est pas le partenaire. Le problème du journaliste, ce sont les bases militaires françaises en Afrique. Et quel est le positionnement de Brice Clotaire Oligui face à cette problématique? La question est posée pour pouvoir mettre le président dans une posture où, du jour au lendemain, de par sa façon de faire, peut être affaibli par ceux qui se font appeler panafricanistes. Et le président dit ceci: je ne suis influencé par personne, si ce n'est que par le choix de mon peuple. Il faut que vous le compreniez. Et pour ceux qui parlent de la capacité à prendre ses responsabilités et de défendre la souveraineté de sa nation, de par cette réponse, le président démontre sa capacité à répondre à la souveraineté nationale en disant ceci: les panafricanistes ou encore les pays africains, les pays du Sahel dans lesquels la France s'est engagée à retirer ses troupes, au vu de ce qui se passe ou au vu de la manière dont ils se soulèvent, ils sont libres. Ils sont libres de procéder de cette manière. Parce que c'est une question de manière. Parce que dans la suite de sa réponse, vous comprendrez qu'il parle de sa méthode à lui. Chasser les militaires français, c'est une manière, c'est une méthode. Mais moi, je n'emploie pas cette méthode. Et ma façon à moi de ne pas parler de rupture, mais de revoir nos accords. De telle façon à ce qu'elles garantissent l'intégrité, mais surtout la souveraineté de mon peuple. Je ne vais pas chasser à coups de bâton l'armée française, mais je vais trouver une manière diplomatique avec beaucoup de finesse, sachant très bien que la France est notre partenaire historique à pouvoir apporter la réponse à cette question. Et c'est ce qu'il va donner comme réponse. Écoutez ce qu'il dit. Et vous me demandez de ne pas suivre une personne comme ça, mais vous blaguez. C'est vous qui le pensez. Je vous pose la question. Les Français sont la bienvenue ici. Les Russes, peut-être demain s'ils veulent venir, seront peut-être aussi la bienvenue. Je vous ai dit, je suis inclusif, je ne chasse personne. Les Chinois sont la bienvenue ici, ils font des affaires ici. Toutes les communautés sont la bienvenue ici. Donc je ne fais pas de distinction. Pour ce qui est de la base française, nous avons mis en place une commission mixte entre la France et le Gabon pour essayer de trouver des meilleurs accords. Et on est parvenu à ce que le camp de Gaulle ne soit plus appelé camp de Gaulle. Nous allons trouver un nom gabonais pour rebaptiser le camp de Gaulle. Vous avez l'idée? Peut-être un général, pourquoi pas Boulingui, ils sont plusieurs. Et nous sommes tombés d'accord sur la réduction des effectifs. Nous allons quitter les 300 effectifs fantassins pour 150 effectifs instructeurs, partagés entre la moitié des Français et l'autre moitié des Gabonais. Le camp ne sera plus un poste opérationnel avancé, mais un pôle de formation sous-régional. À l'intérieur, il y aura 2 écoles, l'école d'administration et l'école de protection de l'environnement. Vous me demandez de ne pas suivre une personne comme ça. Vous me demandez, moi, de ne pas le suivre. Je vous ai parlé de méthode. Au lieu de les chasser à coups de bâton, nous allons reconstruire, nous allons revoir notre façon de travailler. C'est un diplomate. Vous dites que la place des militaires, c'est à la caserne? Non.
Aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui vous démontre que la place des militaires peut être à la gestion de ce pays. C'est la diplomatie. Pourquoi chasser l'armée française? Il dit, l'armée française en tant que base opérationnelle, non. L'armée française en tant que base d'instruction pour la sous-région, oui. Le nombre d'effectifs de fantassins à 300, non. Réduit à un nombre de personnel formateur, oui. Quand général de Gaulle, non. On trouvera un nom d'un général gabonais afin de rappeler la souveraineté gabonaise et le symbole que représente ce lieu par rapport à celui dont le nom sera choisi. Par exemple, le général Boulingui, dont on connaît ses services au sein de l'armée et pour le peuple gabonais et la nation. Le président de la République, par ce moyen, trouve une stratégie ou encore une méthode non seulement inclusive, diplomatique et permet de garantir l'histoire entre le Gabon et la France, non pas parce qu'elle est tellement importante, mais parce que le président de la République va du principe que le peuple gabonais n'est pas forcément ingrat. Oui, il y a des choses qu'on peut reprocher à la France, mais aussi il y a des choses on peut remercier à la France. On peut du moins reconnaître de la France en tant que partenaire, non pas en tant que pays colonisateur, en tant que partenaire. Parce que l'instruction est importante. Rappelez-vous que Thomas Sankara disait « Un militaire sans instruction est un criminel en force ». L'instruction est importante. Surtout que dans les domaines de la défense aujourd'hui et l'utilisation de la technologie dans les domaines de la défense, chaque jour évolue. Et par rapport à la France, entre le Gabon et la France, cet accès aux technologies des technologies de défense militaire, évidemment que la France est bel et bien avancée par rapport à nous. Pourquoi acheter des technologies militaires auprès de la France et ne pas être capable de pouvoir les utiliser? D'où nous disons ceci, nous ne voulons pas d'une base militaire offensive, nous voulons d'une base militaire instructive, instructeur sur les questions de technologie portant sur la défense et instructeur sur l'avancée de ces technologies portant sur la défense pour le peuple gabonais, pour la défense gabonaise, mais aussi pour la défense sous-régionale. C'est un général, c'est un homme d'État, c'est un visionnaire. Alors, il a réussi à détourner l'attention que l'on veut se faire, ou du moins qu'on veut faire, que certaines personnes veulent faire du côté des soi-disant panafricanistes sur le positionnement du Gabon par rapport à la politique française. Et il le fait aisément, avec savoir-faire. Mais ce qui va se passer, c'est que je vous dis dans les jours à venir, ceux qui se disent opposants vont essayer de dépeindre cela en disant « Voilà un chef d'État qui refuse de se positionner sur la rupture avec la France. » Est-ce que la question aujourd'hui de la France et l'Afrique est une question de rupture? Non, c'est une question de revoir. C'est la question de revoir les accords qu'il y a entre ces deux pays. Revoir les accords. C'est ça la question aujourd'hui. Les panafricanistes ne parlent pas de rupture avec la France. Les panafricanistes parlent de revoir les accords avec la France. Et le président de la transition, lui, il travaille sur la méthode et non pas sur la rupture. La méthode dans l'intérêt supérieur de la nation, mais dans l'intérêt de la sous-région. Nous ne voulons pas d'une armée offensive sur la base, mais nous voulons des militaires instructeurs sur les technologies de la défense, en termes de communication, de stratégie militaire et aussi du matériel de défense. C'est ce dont il veut. Et c'est ce dont nous avons besoin pour nos communautés, pour lutter contre le crime, contre le terrorisme et contre tous les maux qui aujourd'hui minent la sécurité nationale des pays africains et à travers le monde. Il opte pour l'instruction au mode de défense de notre État et de la sous-région. Il n'opte pas pour le fantasme des panafricanistes qui va aujourd'hui dans tous les sens. C'est un homme responsable qui pose des actes et qui choisit ses mots pour l'intérêt de la nation et de la sous-région. C'est un vrai panafricaniste. Et vous me demandez de ne pas le suivre. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Moi, je vais le suivre. On continue. On continue. Je pense que c'est le meilleur équilibre. Il n'y aura plus des blindés, des chars français ici, à Libreville. Mais il y aura des instructeurs. C'est le meilleur
relever ensemble. Nous ne sommes pas dans la rupture. Aucun pays au monde ne s'est développé seul. Alors, vous avez parlé d'Ali Bongo. Aujourd'hui, il n'est ni poursuivi, ni maltraité, visiblement. Son épouse, Sylvia, son fils Nourdine, par contre, eux, sont en prison depuis 18 mois, poursuivis pour des malversations financières. Un de leurs avocats affirme qu'ils sont détenus illégalement, mais même torturés. Il y a une plainte qui a été déposée en France. Un juge enquête sur ces faits, parce qu'ils, je le rappelle, ils ont aussi la nationalité française. Votre réaction? Alors, au Gabon, nous sommes un pays respectueux des droits de l'homme. Si on a réussi à faire un coup d'État sans effusion de sang, ce n'est pas deux individus qui seront torturés dans ce pays. Je doute fort. La preuve, c'est que vous avez vos responsables à l'ambassade qui les rendent visite en prison. Posez-leur la question. En essayant de répondre, ou du moins de poser les jalons d'une polémique, notamment sur les questions de droits de l'homme, par le journaliste, nous avons un chef d'État qui a compris, qu'il a vu venir. Il ne dit pas que nous ne torturons pas Sylvia Bongo et son fils, et que c'est moi qui apporte la preuve de ce qu'il dit, ou de ce que je dis, ou de ce que j'affirme. Il va plus loin, il dit, non seulement nous ne le faisons pas parce que notre pays aujourd'hui va du principe qu'il faut respecter l'intégrité et les droits de l'homme, mais il prend à témoin votre administration. Il dit ceci, les journalistes français disent que les avocats de Sylvia ont déclaré et ont porté plainte parce qu'ils sont eux-mêmes, ils sont français, ils ont porté plainte auprès des tribunaux français pour abus, mais surtout pour manque de respect des droits de l'homme. Le chef de l'État va plus loin et dit, il répond en disant ceci, non seulement que dans mon pays, nous respectons les droits de l'homme, mais pour preuve, je prends pour témoin l'administration. Est-ce que vous comprenez c'est quoi l'ambassade? Ça veut dire que je prends pour preuve, je prends pour témoin le président de la République française, chef de l'État. Je prends pour preuve vous-même, c'est vous que je prends pour preuve, pour démontrer que ce qui est affirmé par les avocats est faux. Allez-y demander à votre mission diplomatique qui les rend régulièrement visite si ces personnes ont été torturées. Il ne dit pas que non, c'est faux. Il ne dit pas que non, les Sylvia Bongo sont bien gardés, ils ne sont pas torturés. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, notre pays, pas lui, c'est pas lui, il ne dit pas que je ne le fais pas. Pour qu'on ne dise pas que non, il s'impute la responsabilité. Il dit, notre pays, donc la justice gabonaise ne prévoit pas la torture. Mais en plus, votre administration vérifie cela. Puisque je prends à témoin votre administration qui va les rendre régulièrement visite. Pour ne pas tomber dans les méandres des influenceurs avocats qu'ont aujourd'hui Sylvia Bongo et son fils, qui racontent soi-disant qu'on les torture. Si je dis qu'on ne les torture pas, ça ne peut pas être vérifiable. Mais si je vous dis que votre administration qui y va régulièrement peut témoigner qu'ils ne sont pas torturés, et vous me demandez de ne pas suivre une personne comme ça, je vais la suivre. Pourquoi je la suis? Eh bien, je la suis tout simplement parce que c'est la personne qu'il faut pour ce pays. Une personne non seulement chef d'État, responsable, soucieux du bien-être de son pays, mais surtout qui est prêt à défendre les intérêts de notre pays à tous les niveaux. Même par la manipulation faite par des Occidentaux ou par les médias français. Je l'accompagnerai. On continue. On continue. Toujours en utilisant des mots simples, accessibles à tout le monde. C'est un véritable scientifique. Quand il dit qu'il a fait les études, il a fait une formation, il a fait un cursus scientifique, ça se démontre. Manière de s'exprimer, manière de poser les questions, manière de pouvoir apporter des réponses, mais surtout manière de pouvoir édifier les gens. Méthodologie scientifique accessible et compréhensible par tout le monde. C'est comme ça que les scientifiques parlent. On avance. Il n'y a aucune marque de torture sur leur corps. Et laissez la justice faire son travail. C'est tout. Il y a le temps de la justice.
Monsieur le Président, le problème c'est que le temps s'étire. Ça fait 18 mois qu'ils sont en prison. Alors est-ce qu'il va y avoir un procès? Quand y aura-t-il un procès? Ou est-ce que vous songez éventuellement, après l'élection, peut-être à les libérer? Je ne songe à rien faire. Et il y a une justice. Deuxième piège. Le chef de l'État, il faut vous allez comprendre les deux phases. La rupture qu'il y a avec le fonctionnement d'antan et la manière dont on veut rappeler ou ramener les Gabonais ou les Français ou l'opinion de la non-rupture. Le chef de l'État dit, laissez la justice faire son travail. Il est chef de l'État. Il n'est pas ministre de la justice. Encore moins corps judiciaire. Il est chef de l'État. Il dit, laissez la justice faire son travail. Et que réplique le journaliste? Le temps est trop long. Est-ce que vous n'allez pas les libérer? Ou est-ce que vous allez les maintenir en prison? Il ne dit pas, est-ce que la justice ne va pas les libérer? Et est-ce que la justice va les maintenir en prison? Il dit vous. Donc, Monsieur le Président, allez-vous libérer Sidya Bongo et Nouridine ou est-ce que vous allez les maintenir en prison? Alors que le président répond en disant, laissez la justice faire son travail. Ça veut dire que pour le journaliste français, la justice ne fera pas son travail. Pour le journaliste français, nous sommes encore dans les méandres et les pratiques d'antan où la justice était instrumentalisée. Et le chef de l'État dit, ça ne me concerne pas. Je suis chef de l'État. Je ne suis pas ministre de la justice. Et laissez la justice faire son travail. Un diplomate, un scientifique et une personne qui réagit et qui raisonne sur la logique. Il ne tombe pas dans le piège. Il dit, ça ne me concerne pas. Mais laissez la justice. Même ça, là, le journaliste ne veut pas l'entendre. Il veut toujours dire, vous allez le libérer. Mais si le président de la République venait à libérer Sidya Bongo, ça veut clairement dire qu'il se substitue à la justice, ce qui n'est plus éthique par rapport à ce qui a été fait, ce qui se faisait avant et surtout par rapport à la restauration. Vous avez compris que nous sommes dans la restauration des institutions. La restauration des institutions passe inévitablement par la restauration des mentalités. Laissez la justice faire son travail. Les mentalités dans le temps où je devrais agir, soit pour libérer une personne, sont terminées. Aujourd'hui, Sidya Bongo a été présenté à la justice et la justice fera son travail en prenant son temps. Et je tiens à rappeler ceci, le Gabon est un pays souverain. Ça veut dire que le temps que doit prendre aujourd'hui des procédures judiciaires à pouvoir apporter des éléments pour pouvoir conduire ces éléments devant un tribunal, ce temps nécessaire est imparti qui est défini par le code pénal dans notre pays sera respecté. Kelly Ondo est en prison. Et bien d'autres personnes sont en prison. Pourquoi les questions portant sur cette personne, notamment sur la durée de l'instruction, ne sont pas remises en cause? Pourquoi il s'agit de Sidya Bongo? Est-ce que Sidya Bongo est au-dessus de tous les autres Gabonais? Est-ce que Nouridine Bongo Dimba, ses droits sont au-dessus de tous les autres Gabonais? Si les Gabonais ont bel et bien été se sont bel et bien appliqués sur cette stratégie et cette méthode qui est employée et reconnue par notre droit, eh bien, il faut bien qu'ils puissent aussi respecter ce droit. Landry Amia Washington a fait combien de temps en prison avant d'être jugé? Bertrand Zibi a fait combien de temps avant d'être jugé? Combien de personnes sont là en prison, ont été mis ont suivi cette procédure avant d'être jugées? Et pourquoi Sidya Bongo va faire l'exception? Il dit, laissez la justice faire son travail. Même quand on pense que c'est lui qui va les libérer ou les garder là-bas, il répète encore, laissez la justice faire son travail. C'est vous qui disiez la dernière fois, je me dis dans les réseaux sociaux à l'époque, que Sidya Bongo n'était pas en prison, que Sidya Bongo serait dans une villa à la Sablière, que Sidya Bongo ne serait plus au pays avec son fils. Là, on vous démontre que depuis le 30 août, depuis que ces deux personnes sont rentrées en prison, ils sont encore en prison et la justice et l'instruction suivent son cours. On ne tombe pas dans les pièges de la communication. Et ça là, et vous me demandez de ne pas le suivre, de ne pas l'accompagner. Mais je serai là. Je serai là avec lui. Et bien même. Qui fera son travail. Le procès aura lieu et il sera équitable. Je pense, selon le code gabonais, pour des crimes, on peut aller jusqu'à 2 ans d'enquête
presque donc. Vous le dites. Vous savez, c'est toujours facile pour un voleur de dire que je suis innocent. Il y a des preuves dans le dossier sur le juge d'instruction. Laissez la justice faire son travail. Et je dis, laissez la justice faire son travail. Est-ce que vous avez des éléments concrets qui prouvent que Madame Bongo signait des documents officiels à la place de son mari? Et je dis, Le journaliste ne laisse pas l'affaire. Il poursuit. Quelqu'un a dit, il y a des éléments dans le dossier. Laissez la justice faire son travail. Il n'a pas cité les éléments. Et il laisse, il laisse le journaliste lui-même parler. C'est pas le président qui a dit que dans les preuves, dans le dossier, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non. Il dit, il y a des éléments. Il ne connaît pas les éléments. Parce que le chef de l'État ne s'immisce pas dans les questions de la justice. Mais il sait qu'il y a des éléments vu qu'ils ont été mis aux arrêts. Vu qu'il défend désormais le droit, les droits de l'état de droit. Donc, s'ils sont aux arrêts, il y a des éléments. Il n'a jamais cité les éléments. Par contre, le journaliste s'empresse de citer les éléments. Et regardez comment il réagit. Mais non, ce mec-là, mais qui vous a dit que la place de l'armée était à la caserne? Qui vous a dit ça, que la place du militaire est la caserne? Mais il ne vous démontre pas A plus B que non. Écoutez comment il répond. je dis, les juges ont des preuves. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Vous avez vu? Il dit ceci. Laissez la justice faire son travail. Et le journaliste retorque. Est-ce que vous êtes sûr que Sylvia Bongo faisait usage de faux, Il répond encore. Les juges ont les preuves. Mais qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Comme pour dire que je ne vais pas m'immiscer dans cette affaire. Vous comprenez? Vous comprenez la stratégie? Vous comprenez la stratégie? Ce monsieur sait exactement où il va. Il sait pourquoi il le fait. Il sait comment il s'organise. C'est-à-dire que dans sa tête, cet homme sait à qui il a affaire. Cet homme, dans sa tête, sait comment faire pour se battre et pour construire son pays. Il sait comment ne pas tomber dans les méandres de la politique internationale. Il sait comment ne pas tomber, ne pas devenir le chiffon des journalistes européens. Je vous ai dit de laisser la justice faire de son travail. Avec un petit sourire narquois. C'est comme ça qu'il parle. Et le gars lui dit, mais vous êtes sûr que Sylvia Bongo est vraiment coupable de faux usage de faux? Il répète encore, mais attends. Tu veux que je te parle en fan? Ou bien tu veux que je te parle en teke? Ou bien tu veux que je te parle en eshira ou en miene? Je te dis que laisse la justice faire son travail. Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Il veut que ça, avec un petit sourire narquois. Mais ils ne comprennent pas. Parce que la question n'est pas à comprendre. La question est de faire comprendre au président. Le président répond. La question du journaliste n'est pas de comprendre ce que dit le président. La question est de faire passer ce que pense l'opinion, ou du moins ce que certains médias voudraient que l'opinion puisse comprendre, ou du moins répondre à ce qui est dit sur les médias ou ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Histoire de nous sortir de la vérité. Le chef de l'État reste dans la vérité. On pensait qu'il y avait un certain Bilibi Zizi qui avait cette capacité de faire ces choses-là. Mais apparemment, on se rend compte qu'il y en a qui sont même beaucoup meilleurs que Bilibi Zizi dans cette façon de faire. On appelle ça le langage de bois, le langage du diplomate, le langage du politicien. Laissez la justice faire son travail. Mais le gars tient mordicus. Mazona, comme je te jure, mais est-ce que tu es sûr que Sylvia est responsable? Parce que est-ce que le président a donné les éléments qui sont dans le dossier? Non, ça veut dire qu'il n'a pas accès à ces éléments. Il ne veut même pas avoir accès à ces éléments. Mais comme le journaliste les a, effectivement, c'est le journaliste qui parle. Ce n'est pas le chef de l'État qui parle. Ce n'est pas le chef de l'État qui cite ces éléments. C'est le journaliste qui cite ces éléments. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite?
Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Et vous avez des preuves de ce que... Posez la question à Ali Bongo Ondimba. Voilà. Après, Vous avez compris. Je vais revenir. C'est pour vous faire comprendre que entre la réponse que donne le chef de l'État et la compréhension du journaliste, c'est deux choses différentes. Le président n'a jamais donné les éléments du dossier. Le président n'a jamais dit qu'il était en possession de preuves en tant que chef d'État. Il dit la justice fait son travail. Et le journaliste lui dit, il cite un élément que selon lui, qui existe dans le dossier, et le président vient que dire, répète en disant, laissez la justice faire son travail. Ça veut dire que les éléments dans le dossier, je ne les connais pas, et je n'ai pas à les connaître, parce que ce n'est pas moi qui gère. Et il répond encore en répliquant, en disant encore, et vous avez des preuves? Vous comprenez? Et vous avez des preuves? Mais le président dit, mais est-ce que le président vous a dit que j'avais le dossier? Si quelqu'un te dit que j'ai les dossiers, et que j'ai les éléments dans ce dossier, et donc par conséquent, j'ai des preuves. Mais il ne dit pas que j'ai le dossier, il dit le dossier est dans les mains de la justice. Il dit laissez la justice faire son travail et vous demandez encore à la même personne est-ce que tu as des preuves? Ça veut clairement dire que les réponses que je donne sont en déphasage avec les questions que tu poses. Mais le président reste dans son élément. Il reste figé dans ses bottes. Il sait où il va. Il sait à qui il a affaire. Et il défend toujours la souveraineté de son pays et l'état de droit. On continue. On continue. après son AVC, posez la question à Ali Bongo Ondimba. Et je le sais pour l'avoir vu. Après son AVC, je m'excuse. Son bras, il est paralysé. Et je l'ai vu. Il ne signe aucun document. Stop. Là, on va rentrer dans une autre partie, un autre niveau de la compréhension de ce passage. N'oubliez pas que Stéphane veut rentrer. Stéphane, je t'ai envoyé une analyse. D'accord? Une autre partie, mais une partie très importante. Lorsque, en 2018, je lance mes analyses, notamment sur le AVC d'Ali Bongo. Bon, Stéphane, je n'arrive pas à rentrer, ça n'arrive pas à rentrer. Hein. Viens dans ma chambre et si tu veux, on va le faire ensemble parce que je n'arrive pas à t'avoir. Je vois que tu veux prendre la parole, mais viens dans ma chambre, Stéphane, s'il te plaît. C'est la, tu la connais, c'est la 1302, troisième étage. Alors, voilà ce qui va se passer. En 2018, quand Ali Bongo tombe, je m'attarde sur 3 éléments. L'incohérence portant d'abord sur la nature de l'annonce. On part d'une fatigue légère à une fatigue sévère. On n'a jamais annoncé aux Gabonais que Ali Bongo avait eu un AVC. On a dit Ali Bongo a eu une fatigue légère, puis une fatigue sévère. Jamais on n'a parlé d'AVC. Mes analyses commencent là. Deuxièmement, on fait des vidéos où on voit un homme en train de parler. Et il était démontré que ces vidéos étaient des montages fabriqués par un deepfake, notamment un logiciel, pour donner aux gens l'impression qu'Ali Bongo était bien portant et qu'il s'exprimait, ce qui était faux. 2 choses. Au sommet de l'État, un mensonge, même pas au sommet de l'État, dans la vie quotidienne, il n'y a pas de petits mensonges et de grands mensonges. Un mensonge est un mensonge. Si on commence une communication par le mensonge, Dieu seul sait où elle va terminer. Donc, d'abord, l'état de santé d'Ali Bongo n'a jamais été annoncé comme étant un AVC. Deuxièmement, des big fakes. Et par la suite, on nous parle des voyages et des vidéos, des rencontres entre Ali Bongo et tout. On se rend compte que toutes les vidéos sont fabriquées et montées. Je démontre cela. Et pour terminer,
J'ai fait un travail exceptionnel sur la signature des documents et des parapheurs et des décisions qui se prenaient en cette période. Tout le monde, tous ceux qui m'ont suivi, et je pense même que c'est ce qui a fait mon boom sur l'activisme et qui m'a rendu autant populaire. J'ai démontré que ces signatures étaient fausses. Je vous ai parlé du fait, et j'ai terminé mon propos sur le cas d'Ali Bongo en disant ceci. 1. Pour avoir disparu pendant plus de 6 mois, un individu dit de surcroît chef d'État ne peut pas revenir à la tête du pays comme si rien ne s'était passé. J'ai demandé, pour commencer, un test d'ADN a démontré que l'homme qui revenait sur la gestion de l'État était bel et bien Ali Bongo. Tu ne peux pas disparaître pendant 6 mois sans aucune justification et réapparaître et dire que tu as gouverné un pays. Dans un État qui se respecte, Ali Bongo aurait dû faire un test d'ADN et des examens sanguins pour démontrer qu'il s'agit bien de la personne. D'autant plus que Ali Bongo a sa mère en vie. Donc si Pascaline Kama, Joséphine, était la mère d'Ali Bongo à ce moment, on pouvait évidemment comparer Ali Bongo au test ADN de sa mère. Ah, c'est un. Impossible de le faire puisqu'il y a la suspicion qui dit qu'Ali Bongo n'est pas la mère de Patience, n'est pas le fils de Patience Dabani. Donc je réglais un problème, je réglais d'une pierre d'un coup cette question portant notamment sur la filiation d'Ali Bongo. Un. Deuxièmement, j'ai parlé de la capacité d'un individu à signer 2 fois de la même manière. Je faisais ces lives en 2018, 2019, 2020. Je dis que tant qu'on n'a pas apporté qu'un individu peut signer 2 fois de la même manière, par conséquent, Ali Bongo ne peut pas avoir signé autant de décrets et que la signature portait la même marque. Impossible. J'ai fait des lives là-dessus. J'ai fait des démonstrations là-dessus. Et j'ai dit pour terminer que si l'on ne me sort pas le dossier médical d'Ali Bongo disant que Ali Bongo a été hospitalisé à Riyad, qu'il a reçu le Forkoro, qu'il a reçu le Fensik, qu'il a pris l'Odaga ou qu'il a pris la Nivaquine pendant toute sa période de convalescence en Afrique, à Riyad ou en Afrique ou au Maroc, je considère qu'Ali Bongo s'est absenté illégalement à son poste. Tant qu'il n'y avait pas de dossier médical. C'était les 3 éléments que j'avais posés sur la table. Tant que ces éléments n'étaient pas démontrés, j'ai conclu en disant que pour moi, Ali Bongo est bel et bien mort. Mais que dit le chef de l'État aujourd'hui? Que dit Brice Clotaire Oligui aujourd'hui sur la falsification de la signature d'Ali Bongo? Élément que je défendais et sur lequel j'ai fait des démonstrations. Il dit, parce qu'effectivement, il était l'aide de camp, le chef je veux dire, à la limite, il était le chef de la garde républicaine et des services de renseignement. Il dit, en ma place et qualité, chaque soir, des parapheurs quittaient la présidence de la République pour la résidence du chef de l'État, Ali Bongo. Mais il s'excuse parce que pour Brice Clotaire Oligui, l'idée n'est pas de salir l'image d'Ali Bongo, qui est amoindrie aujourd'hui. Il respecte Ali Bongo malgré tout. Parce que ce n'est pas un homme qui a de la haine vis-à-vis des gens, mais il se bat pour des idées. Ce sont les idées qu'il implique ou qu'il importe. Il dit ceci. Je m'excuse. Parce que l'idée n'est pas de rendre public l'amoindrissement d'un homme. Par conséquent, je m'excuse. Il faut que vous compreniez sa façon de faire les choses. Ceux qui veulent le dépeindre comme un démon ou comme un monstre, c'est que vous n'avez pas compris, vous ne connaissez pas l'homme. Pour l'avoir côtoyé, pour être proche de lui, je sais aujourd'hui que c'est une personne à grand cœur. Malgré tout ce qu'il a fait à ce pays, il dit, je m'excuse. C'est comme ça qu'il commence sa phrase. Mais sachez qu'Ali Bongo est paralysé de la main. Il ne peut pas signer. Et donc, tous les parapheurs qui allaient à la maison, qui signaient, sachant très bien qu'à la maison, il n'y avait que Ali Bongo et sa femme. Un silly, enfant, on dit, question en français, on dit. Qui signait les parapheurs? Puisque c'est moi qui m'occupais de la logistique et c'est moi qui m'occupais de la sécurité du chef de l'État, c'est moi qui organisais tous les départs des documents partant de la présidence à la résidence, sachant très bien que je savais qui entrait et qui sortait de la résidence d'Ali Bongo. Donc je suis bien placé pour savoir qui était là-bas lorsque les parapheurs arrivaient.
Là, il parle en tant que témoin, en tant que pivot de cette sécurité, de cette logistique et de cette communication. Ce qui veut dire que si jamais on l'appelle à la barre, il a des éléments en disant qu'en tant que chef de la sécurité, chef du renseignement, des parapheurs partaient de Libreville, de la présidence pour la résidence privée d'Ali Bongo. Et à cette résidence privée, parce qu'il y a des rapports notamment de ceux qui entrent et sortent, régulièrement, il n'y avait que sa femme. Mais les parapheurs revenaient, signés tous les matins, avec une signature tellement idéale et authentique et belle qu'elle était tellement neuve et identique à chacune d'entre elles. Qui peut signer 2 fois de la même manière? C'est la question que le président pose. Qui peut signer 2 fois de la même manière? La problématique que je... Bonsoir Stéphane. Je n'arrive pas à t'avoir sur le live. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Quand je lance, eh ben, je ne te trouve, je n'arrive pas. Donc, lorsque tu envoies ta demande, je n'arrive pas. C'est pas que je ne veux pas, mais je n'arrive pas. Je t'ai demandé de passer, viens me retrouver dans ma chambre pour qu'on puisse continuer le live. Si on ne peut pas le faire, ou voilà, c'est vraiment très, très important de revenir là-dessus. Donc, le chef de l'État, en sa qualité, vous fait comprendre clairement que je savais qu'il rentrait chez Ali, je savais qu'il sortait de chez Ali, et lorsque les parapheurs partaient de la présence pour la résidence, nous savions qui était là-bas, étant donné qu'Ali ne pouvait pas utiliser son bras pour signer, et étant donné aussi qu'un individu ne peut pas signer 2 fois de la même manière, il était impossible que Ali Bongo puisse signer autant de documents et que ce soit des signatures identiques. Et il termine en disant ceci. Moi, je vais vous dire à la fin, hein, j'ai été activiste. Mais nous tous là, le chef des bandits des activistes, c'était le président de la République. Il n'est signé aucun document. Mais cela ne prouve pas que son épouse signait à sa place, Monsieur le Président. Et je vous ai dit, la justice a des preuves. Après chaque conseil des ministres, les paraphères étaient transférés à son domicile. Donc vous comprenez qui signe à son domicile? Son épouse. C'est vous qui le dites. Alors, il n'a pas affirmé que c'est Sylvia, il dit bien, les parapheurs allaient à son domicile en qualité de chef de la sécurité, en qualité de chef de renseignement. Je sais qu'il rentrait chez Ali Bongo et qu'il ne sortait pas. Mais les parapheurs allaient là-bas. Et à la maison, il y avait qui? Il n'y avait que lui et sa femme. Et on dit, mais ça ne prouve pas que c'est elle. Il répond en disant, la justice fait son travail. La justice, donc il ne se définit toujours pas. Et là, on lui dit, est-ce que vous avez la preuve que ce soit Sylvia? Il dit, mais la justice a un dossier. Je ne vais pas m'avancer sur des éléments de justice puisque je ne suis pas qualité à le faire. Laissez la justice faire son travail. Mais le journaliste insiste. Le journaliste insiste, comme le dit Stéphane, signature, copie, collée. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où on vous dit que, en fait, c'est des choses que je faisais comme démonstration. Même vous-même, vous pouvez le faire. Et c'est pour ça que je vous dis que la meilleure méthodologie en tant que scientifique, la meilleure façon de faire comprendre à la communauté scientifique que votre démarche, elle est viable, c'est la démonstration la plus simple qui soit. Vous qui êtes sur ce live, 150 personnes, démontrez-moi vous-même, prenez un stylo et signez 2 fois de la même manière si vous pouvez. Vous savez pourquoi c'est impossible? Le rythme cardiaque combiné à la respiration, au rythme de la respiration, aspirer, inspirer, et le rythme cardiaque ne peuvent pas être les mêmes en termes de fréquence pour vous permettre de signer 2 fois de la même manière. C'est impossible. Personne ne peut faire 2 signatures identiques. Ça n'existe nulle part au monde. Mais Ali Bongo a signé des tas et des tas et des tas de documents de la même manière. Vous savez pourquoi? Écoutez,
C'est pas moi, vous n'allez pas manger piment dans ma bouche. J'ai déjà fait les démonstrations. Écoutez. Oh non, c'est la justice. Et qui le sait? Parce qu'il y a l'une des preuves qu'ils ont. C'est un cachet. Et merci. Voilà. Plus que les journalistes voulaient absolument qu'il donne un élément, plus que les journalistes voulaient absolument qu'il donne un élément, alors qu'il ne fait que vous dire la justice a des éléments. Et il dit, il y a une chose qui peut démontrer cela, et c'est en la possession de la justice. C'est quoi? Un cachet. Sylvia Bongo avait un cachet portant la signature d'Ali Bongo. Un cachet. Le seul moyen pour pouvoir avoir une signature identique 100 millions de fois, il faudrait qu'elle soit gravée sur un cachet. C'est un cachet. Donc, tu n'as plus besoin de signer. Tu mets le cachet, la signature est là et vous mettez le tampon. C'est fini. Un cachet signature. Ce qui explique la raison pour laquelle ces signatures étaient identiques. Ce qui explique la raison pour laquelle je disais, quand je faisais mes démonstrations, je disais que c'est impossible qu'une personne signe deux fois de la même manière. Ça démontre le faux usage de faux. Rappelez-vous à cette époque, quand j'étais sur les réseaux sociaux à l'époque, d'où le combat des activistes que nous faisions hier et celui comparé à ce que certaines font aujourd'hui, la différence, le déphasage total. Je parlais d'un cachet. Non pas d'un cachet, je parlais de l'incapacité de pouvoir reproduire deux fois la même signature. Et le président apporte l'élément en disant, il s'agissait d'un cachet. Un cachet. Seul un cachet pouvait reproduire à la perfection une signature. Autant de fois. Ça là, je tiens à dire ici, il ne s'agit pas d'une signature pour aller voler de l'argent dans une banque. Ou pour valider l'absence d'un personnage, d'une autorisation d'absence. Il s'agit du cachet qui a engagé le Gabon sur des banques, des traités bancaires, l'endettement du pays, des nominations, des ordres de mission, des transferts bancaires, des sorties de sommes astronomiques de devises de l'État gabonais vers des paradis fiscaux. Il s'agit d'une criminalité organisée la plus élaborée de l'histoire de notre pays et qui a coulé notre pays dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Il s'agit de ça. Il s'agit d'une haute trahison. Ça veut dire qu'on pouvait engager le Gabon dans une guerre. On pouvait engager le Gabon dans un conflit et une personne pouvait le faire depuis chez elle avec un cachet. Ça veut dire des réformes qui n'étaient pas pour profiter à l'État gabonais et une personne pouvait les engager avec un cachet. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de trahison de l'acte? Ça veut dire que des exécutions pouvaient se acter sur document grâce à ce cachet. Vous ne comprenez pas. En fait, vous n'avez pas compris pourquoi je m'engage derrière Brice Clotaire Oligui. Nous sortons de loin et je me suis battu pour ça. Et vous dites qu'on cherchait. Non, l'activiste en chef n'était pas dans les réseaux sociaux. L'activiste en chef était dans la présidence de la République. C'était lui l'activiste en chef. C'est-à-dire que quand on dit tous les chefs des activistes là, celui qui était en tête de ces activistes là, il était dans la présidence de la République et il attendait. Donc, c'est important. Alors, là, il y a un truc qui m'intrigue. Je vois quelqu'un qui a pris mon profil. Je vois Parfait EI qui met un commentaire disant « Je vous invite également à me suivre sur mon compte ». Le Parfait EI qui écrit la Parfait EI, je vous invite, c'est pas moi. Le gars là, c'est qui voit la Parfait EI. Il écrit « Je vous invite également à me suivre sur mon compte ». Ce n'est pas Parfait EI, c'est pas Parfait EI moi. Ça, c'est notre Parfait EI. Il y a plusieurs Parfait EI. Donc, ne vous laissez pas tromper par ça. Aucun autre ami, ils n'ont que Parfait en aboamien maintenant. Il y a un gars qui vient d'écrire là. Son profil, c'est bien écrit Parfait EI. D'accord? Il dit, je vous invite également à me suivre sur mon compte. Ce n'est pas moi.
Moi, mon compte c'est Starly Rolls Parfait et la page ou bien Starly Rolls Parfait. Ce sont les deux comptes qui sont les miens. Je n'ai pas de compte Facebook qui sont écrits Parfait et Je vous informe déjà. C'est comme ça que vous commencez vos choses là. Vous avez compris, non? Voilà. Il faut bien distinguer les choses. Donc, pour revenir sur ce dont j'étais en train de dire, le chef de l'État sait faire preuve de finesse, de diplomatie, et c'est un fin stratège. Et donc, ceux qui disent que la place des militaires, c'est la caserne là, en fait, vous n'avez rien compris de ce qui se passe. On continue. C'est un cachet. Et merci. Alors, beaucoup de classiques de l'Ancien Régime, on vient de parler des 2 personnes poursuivies, peu sont poursuivis d'ailleurs, mais beaucoup se sont ralliés à votre candidature. L'ancien parti au pouvoir, symbole de l'ère Bongo, le PDG, va aussi se rallier à vous. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement, vous ne faites que perpétrer le système qui était en place, qu'en somme, vous faites du Bongo sans Bongo? Je vais aux élections, j'ai mis une plateforme en place. Les bâtisseurs. Tout comme le président Macron l'avait fait, la République en marche. Je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas d'association, parce que je ne veux pas être tenu par un parti politique ou par une quelconque association. Je veux être élu par le peuple gabonais. Je veux être porté par le peuple gabonais, pas par un groupe ou un clan. Alors pour cette présidentielle, il y a 8 candidats, mais les règles sont tellement restrictives qu'en deux... Est-ce que vous avez compris la réponse? On a accusé le chef de l'État de travailler avec des PDGistes. Lors du discours du président de la République, son premier discours, il disait faire appel aux compétences de tous les Gabonais. Moi, en tant qu'activiste, ne sachant pas que c'était lui le chef même des activistes, parce que moi j'étais activiste, je me disais que non, pas sûr quoi, c'est moi qui suis genre le Ndombaba des activistes. Mais non, on avait un activiste au palais, je m'en prenais à lui. Oui. Parce que pour moi, il était hors de question de laisser un général continuer à cautionner ce qui se passe dans notre pays. Mais pourquoi je le faisais? Vous allez mieux comprendre. Peut-être que je ne l'ai jamais dit sur les réseaux sociaux, mais je vais vous le dire aujourd'hui. Je le faisais parce que je suis fils de militaire. Et pour moi, j'ai une relation particulière avec les corps habillés. J'ai grandi à Baraka, dans un camp militaire. Et je peux vous assurer que tous les officiers qui sont les binômes ou qui ont été en formation avec mon père, tous sont mes pères. Tous, sans exception. Parce que tous, je les appelle papa. Et tous m'appellent fils. Je suis un enfant qui a grandi dans la discipline militaire. Ma manière de prendre des positions, ma manière de réagir avec force, c'est parce que c'est dans mon sang. Je suis fils de militaire, mais en plus, je suis fils d'un officier supérieur. Quand je dis supérieur, là, ça veut dire que de tous les officiers, les hauts, là, voilà. Et donc, en tant que fils de militaire, fils d'officier supérieur, fils enfant qui a grandi dans un camp militaire avec une discipline militaire, il était hors de question pour moi de voir un militaire, donc de plus être un officier, accepter de continuer à voir Ali Bongo traiter notre pays ainsi. Et il fallait que je le fasse savoir de la manière dont qui était disponible pour moi. Ça là, il faut le comprendre. C'est très important. Et lorsque Brice Clotaire Oligui prend le pouvoir, tout comme militaire, il fonctionne non pas par l'exclusion, mais par l'inclusion. Ce qui définit d'abord la stratégie militaire, c'est le travail ensemble. Voilà pourquoi il s'appelle binôme. Un militaire isolé est un homme faible. Les militaires, vous allez les voir, même quand on les pose, même quand on les met en station sur la route, quand le président se déplace, vous allez remarquer
Ils sont toujours en binôme. On ne laisse jamais un militaire isolé. Un militaire est toujours accompagné d'un autre. C'est une stratégie militaire. Les militaires fonctionnent toujours en binôme. Jamais tu verras un fantassin, un soldat dans la rue seul. Il est toujours accompagné d'un binôme. C'est comme ça dans la mentalité et c'est comme ça que j'ai été élevé. Si aujourd'hui j'arrive à travailler dans un groupe avec Stéphane Zeng, Claire Newman, Yannick Domba, Ragnar, Boone Pins, Landry Amia Washington, c'est parce que nous avons d'abord moi j'ai eu une éducation à travailler dans un régime où on travaille avec les autres. On ne travaille pas seul. Ça c'est un. La deuxième chose, c'est que plus qu'il s'agit de reconstruire le pays, il est nécessaire d'impliquer tout le monde. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État va du principe que tous ceux qui sont gabonais, qui ont des compétences à faire valoir, je travaillerai avec eux, car je ne suis pas pour l'exclusion, mais pour l'inclusion. Oui, il y a eu des erreurs. Mais ceux qui pensent qu'aujourd'hui il faut se rattraper, ou qui veulent se rattraper et qui ont la volonté de travailler, je ne vais pas les laisser derrière. C'est la raison pour laquelle il dit ceci. J'ai créé une plateforme, les bâtisseurs. Et il assume. Les bâtisseurs. C'est une plateforme qui appartient à toute personne qui se sent gabonais et qui a la capacité d'apporter des compétences. Qu'il soit ancien pédégiste, mais qui a la capacité d'apporter des compétences. Qu'il soit de l'opposition, qui a la capacité d'apporter des compétences. Qu'il soit un ancien activiste ou de la société civile ou un Gabonais lambda. Je reçois toute personne qui a la volonté de reconstruire. Comme des militaires, nous allons travailler en binôme. Je ne suis pas là pour exclure les gens, mais je suis là pour prendre ceux qui ont la volonté de construire. Et vous me dites que la place du militaire, c'est la caserne? Mais il est plus stratégique que vous les civils. Il est plus stratégique que vous les civils en termes de politique. Mais il est plus stratégique que vous les civils. Et vous me demandez, moi, Eyi Parfait, de ne pas l'accompagner. Mais vous vous trompez. Je serai la pion. On continue. Présidentielle, il y a 8 candidats. Mais les règles sont tellement restrictives qu'en dehors de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé, aucun poids lourd ne peut se présenter contre vous. Du coup, on se demande si vous n'avez pas sciemment exclu le professeur Albert Ondossa, qui est le vrai vainqueur d'août 2023, Pierre Claver Moussavou et le syndicaliste Jean-Rémy Yama, parce qu'ils pouvait peut-être vous battre ou au moins vous forcer à un deuxième tour. Alors, on ne va pas d'abord prendre la réponse du chef de l'État. C'est vrai qu'il s'agit du chef d'État, mais je n'analyse pas que la réponse. J'analyse aussi la question. Dites-moi. Pour comprendre hein, la finesse des médias français, et c'est là où je dis, quand le papa là disait que les journalistes gabonais sont des journaleux, il savait de quoi il parlait. Depuis l'histoire de la France et de l'Afrique et du Gabon, à quel moment avez-vous entendu un journaliste français dire que celui qui a été déclaré vaincu soit le véritable vainqueur d'une élection présidentielle? C'est très important. Parce que, vous savez, moi, quand je fais des analyses en général, ou quand j'analyse un peu la perception de mes adversaires ou de mes interlocuteurs, je suis basé toujours sur l'historique et sur le choix des mots. Ce qui fait que moi, je n'entre pas dans ce qui n'est pas logique. Et lorsque je vois déjà qu'il y a des signaux de ce qui n'est pas logique, tout de suite je comprends que la question n'est pas forcément dite, c'est comme telle qu'elle est dite, mais il y a anguille sous la roche. Il n'y a même plus anguille sous la roche pour une question comme ça. Il y a gros serpent sous la roche. Écoutez bien la question. On revient sur la question. C'est-à-dire qu'il dit beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses. Mais en très peu, en un seul mot, il dit bien plus de choses que les mots qu'il emploie.
Écoutez, on revient sur la question et vous allez comprendre. C'est-à-dire que, et c'est là où je dis, vous me demandez de ne pas suivre cet homme-là. Mais comment je peux ne pas le suivre? Écoutez la question. Au-delà de 70 ans, on ne peut plus être Attendez. candidat sur le choix des Gabonais. Attendez. Ministre Alain-Claude Billy-Binzé, aucun poids lourd ne peut se présenter contre vous. Du coup, on se demande si vous n'avez pas sciemment exclu le professeur Albert Ondossa, qui est le vrai vainqueur d'août 2023. On demande si vous n'avez pas sciemment exclu le professeur Albert Ondo Ossa, qui est le vrai vainqueur de l'élection présidentielle. Depuis quand un journaliste français a affirmé que celui qui a été déclaré comme vaincu est le vrai président ou la vraie personne qui a été élue? Rappelez-vous, toutes les fois où Jean-Ping passait dans les plateaux télévisés et qu'il disait « j'ai gagné l'élection », que répondaient les journalistes français? C'est vous qui le dites. Les chiffres officiels déclarent que Ali Bongo est le vainqueur. Macron l'a rappelé, Ali Bongo, quand il appelle Ali Bongo à l'Élysée, il dit « le président de la République élu, mon ami Ali Bongo Ondimba ». À quel moment avez-vous entendu quelque part les journalistes français dire que celui qui a été déclaré comme vaincu est le véritable vainqueur de l'élection présidentielle? Il s'agit tout simplement d'un moyen de mettre le président en difficulté par rapport à un discours nourri, celui du professeur Albert Ondossa qui dit « j'ai la preuve que c'est moi qui ai gagné cette élection présidentielle ». Mais est-ce que quand je le dis, ça veut dire qu'au fond de moi, je ne reconnais pas que Albert Ondossa a gagné cette élection présidentielle? Non! Moi, je suis d'accord que Albert ait gagné cette élection présidentielle, avant bien qu'elle n'ait pas été déclarée ainsi. Mais là où ça m'intrigue, c'est que de l'histoire de la France et le Gabon, de l'histoire de la France et des pays africains, jamais un journaliste n'avait reconnu que celui qui a perdu l'élection, du moins qui a été déclaré comme vaincu, soit celui qui a été le vainqueur. Donc vous comprenez que de par la question, il y a déjà un anguille. Et le véritable anguille, c'est un clin d'œil au professeur Albert Ondossa. Maintenant, écoutez comment le chef de l'État va répondre. Voilà pourquoi je vous dis que cet homme est un stratège, un fin stratège en politique. Et j'ai beaucoup à apprendre de lui. Et je vais apprendre de lui. Professeur Albert Ondossa, qui est le vrai vainqueur d'août 2023, Pierre Claver Maganga Moussavou et le syndicaliste Jean-Rémy Yama, parce qu'ils pouvaient peut-être vous battre ou au moins vous forcer à un deuxième tour. Alors, au-delà de 70 ans, on ne peut plus être candidat sur le choix des Gabonais. Ce n'est pas mon choix. Je n'exclus personne. Avez-vous vu un général qui a peur de quelqu'un? Quelqu'un qui fait un coup de la libération et qui va avoir peur d'un Ondossa, de Maganga Moussavou ou de quelqu'un d'autre? C'est de la manipulation politique. Qu'on respecte pour une fois ce que les Gabonais veulent et ce que la Constitution a demandé ou exigé. Pour le cas de celui que vous avez aussi évoqué, Jean-Rémy Yama, l'inclusivité ne veut pas dire le non-respect des procédures. Ce pays doit changer. Et il va changer. En France, on ne respecte pas les lois. Dites-moi, On essaye. les candidats ne respectent pas les lois. Aux élections présidentielles, ils ne fournissent pas les dossiers. Et pourquoi voulez-vous que c'est en Afrique qu'on doit tout le temps accepter ces erreurs que nous voulons changer? Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus ici, à Libreville. Et merci à vous de nous suivre sur nos deux antennes, France 24 et Radio France Internationale. Messieurs,
Je tiens simplement à vous dire ceci, pour ceux qui ont été sur ce live, que la manipulation, l'heure de la manipulation est passée. L'heure de la manipulation est passée. Aujourd'hui, nous voulons reconstruire notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici en Turquie. La raison pour laquelle nous avons été en France. La raison pour laquelle nous serons demain aux États-Unis. La raison pour laquelle nous serons à Montréal. Il est question de pouvoir désormais vous sortir de la désinformation. Car la désinformation est simplement la gangrène qui a miné notre pays et qui va empêcher le pouvoir se développer. Parce que je vous le dis, nous ne pouvons pas construire ce pays seuls. Nous ne sommes pas des gens qui se prétendent des prétentieux. Le Gabon ne peut se construire qu'avec des Gabonais. Et aujourd'hui, le chef de l'État va du principe que des compétences, il y en a au pays, il y en a aussi partout ailleurs. Les Gabonais qui sont au Gabon et les Gabonais qui sont à l'étranger doivent participer à la reconstruction de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. J'entends les voix se lever à gauche et à droite. Pourquoi nous venons faire passer le message du chef de l'État alors que nous sommes des personnes en poste? Mais vous n'avez rien compris. Nous sommes à titre de qualité parce que nous avons été dans la diaspora, parce que nous savons que les Gabonais de la diaspora, eux aussi ont besoin de savoir ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes à l'heure de la transition. À l'heure de la transition, il est question de faire valoir ses compétences. Ma compétence, c'est l'informatique, la cybersécurité et les technologies qui tournent autour de la défense informatique et la défense la sécurité des systèmes de l'information. C'est ce que j'ai appris à l'école. Mais hormis cela, j'ai aussi une autre casquette. Une personne qui a communiqué pendant longtemps, à réveiller son peuple et aussi à pouvoir discuter avec ce dernier dans la diaspora. À ce terme-là, en ces qualités-là, en période de transition, je mets à disposition toutes mes compétences, y compris dans ma formation, mais aussi de ce savoir que j'ai su développer durant les 10 ans dans lesquels je me suis lancé dans le cyberactivisme. Et aussi, sans oublier du fait que, pour le cas de la Turquie, je suis l'un des anciens, sinon le plus ancien encore en position, qui soit arrivé par les études, qui se soit battu pour ses compatriotes en Turquie, mais qui connaît aussi le potentiel, non seulement que ce pays a, mais aussi des Gabonais qui vivent dans ce pays et qui en ont tiré bénéfice. C'est la raison pour laquelle nous sommes plus ou moins indiqués à pouvoir faire cette communication. Nous discutons et nous permettons à ce que les Gabonais dans ces différents pays puissent aussi s'exprimer. Parce qu'on ne peut pas changer un pays sans demander votre avis. De la même manière, on ne vous a pas imposé une constitution. Elle a été soumise à une par voie référendaire. Et donc nous sommes aujourd'hui ici pour faire part au peuple gabonais de ce qui se passe dans notre pays et de ce que vous pouvez aussi faire et pour apporter votre contribution à la reconstruction de ce pays. Tout comme le chef de l'État le veut. Nous sommes des bâtisseurs. Nous fonctionnons l'inclusion. Nous ne fonctionnons pas individuellement, nous fonctionnons en binôme. Nous fonctionnons en groupe. Et c'est en binôme et ensemble, en groupe, resserrés comme des soldats dans une armée que nous allons reconstruire notre pays. Les fourmis pour bâtir leur nid, ils travaillent ensemble. Les abeilles pour construire leurs alvéoles, pour pouvoir produire du miel et pondre leur lave, ils travaillent ensemble. Les travaux les plus complexes se font toujours et réussissent toujours à se faire ensemble. Et c'est la raison pour laquelle nous aujourd'hui, nous venons dire aux Gabonais de l'extérieur que nous avons besoin de vos compétences pour reconstruire notre pays. C'est ensemble que nous allons le faire. Merci pour avoir été avec nous depuis cette tournée et surtout merci pour être avec nous demain à 19 h. À 19 h, la salle, elle est présente déjà sur l'affiche, l'adresse et tout. Nous vous attendons nombreux pour qu'ensemble nous puissions discuter. Vous qui êtes en Turquie, je connais les réalités ici. Je connais la difficulté auquel vous faites face aujourd'hui. Et je viens ici, pas seulement en tant qu'une personne qui a vécu cette réalité, mais aussi pour vous dire que tout le monde peut réussir. Je suis l'un des vôtres et aujourd'hui je suis directeur
Je fais valoir mes compétences, mais aussi collaborateur du chef de l'État. Si moi qui suis enfant de personne, je peux l'être, vous aussi, vous pouvez l'être. Nous ne fermons pas la porte à qui que ce soit. Au contraire, nous voulons que plus de jeunes qui sont allés se perfectionner puissent rentrer et apporter leur contribution sur leur capacité à pouvoir le faire. C'est pour cela que nous sommes ici. Et c'est pour cela que nous allons continuer notre périple. Peu importe ce que les gens disent. Nous le faisons pour notre nation. Nous le faisons parce que nous accompagnons cet homme qui travaille en binôme. Qui nous a inclus l'esprit du travail en groupe et en binôme. Et c'est l'esprit de travail en groupe, en binôme que nous voulons aussi vous partager. Soyez ensemble pour créer des entreprises au Gabon. Soyez ensemble pour créer de l'investissement au Gabon. Laissez les entreprises individuelles travailler ensemble. Voilà pourquoi je travaille avec mon groupe. Je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas le plus nul non plus. Mais ensemble, nous sommes meilleurs. Nous sommes meilleurs. Et ça là, on le dit et on le prouve. Donc, merci d'avoir suivi ce live. Merci d'être si nombreux. Mais surtout, merci d'être tous mobilisés pour le 12 avril. On est ensemble. Ciao.